Bonjour, c'est Cryptolis, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché et bien évidemment le Bitcoin. On commence avec l'Ethereum, donc on a des bruits de couloir d'un développeur qui fait partie de la Core Team, donc l'équipe la plus importante, en tout cas la plus proche du projet, parle de faire justement le merge au niveau du Proof of Stake courant août. Donc c'est quand même plutôt proche. J'avais plus tendance, si vous me suivez un petit peu, à penser septembre, voire même possiblement fin de l'année ou même début d'année 2023. A priori, on nous parle de août pour le merge, donc c'est pour rappel, c'est le passage au proof of stake d'Ethereum. Donc on va justement tout simplement associer les deux blockchains qui sont en cours, celle qui est en cours de développement sur le proof of stake et celle qui est en proof of work à l'heure actuelle, et justement faire le merge des deux technologies pour créer justement la nouvelle évolution d'Ethereum que l'on attend depuis très longtemps et qui a été repoussé maintes fois. Donc on nous redonne une date, est-ce que ça va être le cas ou pas, est-ce que ça va être vraiment août ou pas. Bon, dans tous les cas, ce qui est intéressant de voir, c'est que ça va être excessivement positif pour l'écosystème qui tourne autour d'Ethereum et forcément aussi pour l'écosystème de la blockchain d'ordre général, parce que c'est quand même quelque chose qui est très attendu depuis un certain temps. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que les tests qui ont été faits ont été plutôt réussis majoritairement, donc normalement le merge devrait plutôt bien se passer. On continue avec les news. Nous avons justement l'Argentine qui va lancer un projet d'éducation autour du Bitcoin dans 40 écoles autour du pays, enfin dans le pays. Donc c'est plutôt positif aussi de voir que on commence à avoir une forme d'éducation autour de la crypto-monnaie. Ce qui est juste un petit peu dommage, parce que je ne suis pas forcément maximaliste Bitcoin, mais c'est que la crypto-monnaie, et surtout la blockchain d'ordre général, ne se résume pas à Bitcoin, donc c'est juste un tout petit peu dommage d'avoir cette centralisation-là, et ne pas s'ouvrir sur l'ensemble de la blockchain et de la technologie, parce que c'est excessivement important pour moi, la technologie qui est derrière, et ce qui en est fait. Alors, on continue avec les nouvelles. Nous avons TTRUSDT qui, forcément, avec son dépay et tout le FUD qu'il y a eu majoritairement autour de l'USDT, a remis les chiffres en disant que ils ont bien 82,4 milliards de dollars en réserve et qu'ils sont bien entièrement backés. Donc, il n'y a pas de problème de liquidité concernant l'USDT, chose que je vous avais expliqué depuis un certain temps. C'est que depuis qu'on a eu la dernière audit, on a eu preuve qu'en effet, ils ont bien les dollars derrière, donc c'est bien back directement 1 pour 1, et il n'y a pas de problématique comme ça. Il faut bien décorréler l'UST et tout ce qui est stablecoin algorithmique avec notamment les stablecoins qui sont back 1 pour 1, donc ça veut dire que quand j'en ai un USDT, j'ai forcément dans ma réserve, dans mon coffre-fort, $1 réel, et donc ça évite justement les problématiques de dépeg et de sortie. Il peut avoir des dépeg au vu de la liquidité, mais c'est normal, ce n'est pas incohérent, et par contre voilà, on a généralement un peg qui revient très vite. Alors, je reviens rapidement sur Luna, les implications que ça a et aussi autre chose. Donc je vous avais parlé d'une notion de vente de 80% du capital de Luna avant le crash. Bon, en l'occurrence, Pantera Capital a confirmé avoir bien vendu 80% de ses Luna, de ses investissements en Luna avant le crash, donc 170 millions de dollars. Au niveau de ce qui a été effectué. Est-ce que c'est quelque chose qui est juste hasardeux? Est-ce que c'était parce qu'on était en ATH? Moi, je vous avais dit principalement qu'on allait retracer. Donc, je pense qu'il y a fortement d'autres personnes qui pensaient, en effet. Donc, on prie tout simplement des profits. Ce qui est juste gênant, c'est que forcément, dès qu'il se passe quelque chose comme ça fait boule de neige et tout le monde crie au complot, alors que possiblement, ça pouvait être une forme logique de ce qui était effectué. Je pense qu'il faut prendre un petit peu de recul, attendre tout simplement que ça se tasse, voir ce qui ressort au fur et à mesure, parce qu'on va avoir, je pense, plein d'informations qui vont arriver, et prendre justement ce recul. Alors ce recul, le souci, c'est que pas tout le monde est capable de le prendre. Nous avons beaucoup de réactions à chaud, notamment dans la sphère politique, avec, bon, je parlerai pas du G7 et leur volonté maintenant d'asséner très fortement une régulation sur les crypto-monnaies à cause de ce qui s'est passé, mais nous avons aussi le président de la SEC au niveau de l'US, donc US qui est quand même, enfin les Américains qui sont quand même très pro-crypto, pro-blockchain, qui justement veut s'occuper des plateformes non régulées en disant, je cite,
Il y a un écosystème crypto qui est passé de 50 milliards de dollars à près de zéro juste en 3 semaines. Ils sont hautement spéculatifs, volatiles et le public n'est pas protégé. Je suis d'accord, en effet, c'est vrai que beaucoup de personnes ont notamment acheté l'UST en pensant que c'est un stablecoin classique alors que ce n'est pas le cas, et que si on regarde un petit peu, toutes les personnes qui regardent un petit peu savent que malheureusement les stablecoins algorithmiques ça ne marche pas, ou en tout cas on n'a pas eu de preuve de fonctionnement correct, et justement pour éviter la boucle infernale. Donc c'est juste le gros problème, c'est qu'on va avoir peut-être quelque chose qui risque d'être assez agressif sur le reste. Donc il y a aussi cette peur au niveau du marché qui est présente, mais je pense qu'il faut garder espoir et qu'il va y avoir une bonne dissension, alors peut-être en tout cas aux États-Unis, peut-être moins de notre côté, du côté européen, à voir comment on va être traité. On continue avec des bonnes nouvelles, notamment des levées de fonds. Nous avons Elwood Technology, donc il y a un exchange, un projet d'exchange pour les institutionnels qui annonce une levée de fonds de 70 millions de dollars menée par Goldman Sachs, Barclays et Commerce Ventures, donc des gros noms qui continuent à investir. C'est une des raisons pour lesquelles je vous dis que n'oubliez pas que les crypto-monnaies derrière, il y a du solide, il y a des gros noms qui sont en train d'injecter des fonds dans justement les sociétés qui traitent toutes les crypto-monnaies, donc c'est pas pour rien, c'est qu'il y a des grosses raisons, et donc il faut prendre du recul par rapport à ce qui est en train d'arriver au niveau du price action et de ce qui est effectué. On continue avec les qui lèvent 60 millions sur une levée de fonds privée. Nous avons LimeWire qui lève 10 millions de dollars encore, avec justement son projet de musique, de NFT autour de la musique, donc qui est très intéressant. Donc on a toujours cette levée de fonds massive au niveau des startups qui tournent autour du Web3, donc ça prouve que derrière, c'est une technologie qui va évoluer, qui va éclore. Est-ce que, en effet, les crypto-monnaies sont en train de se décoller de technologie? Je ne pense pas. On peut avoir un retracement très fort, on peut avoir un bear market, pourquoi pas, sur notamment cette partie des crypto-monnaies qui fait partie du marché secondaire, sans forcément impacter la technologie, et que la technologie continue à croître. Et je pense même que c'est sain d'avoir justement une décorrélation du prix maintenant, une désinflation du prix, pour une raison toute bête, c'est que tout simplement, on avait une surcotation de la crypto-monnaie, en tout cas de la technologie de la blockchain à l'heure actuelle, avec une fausse hype qui est en train de se faire, des use cases qui n'étaient pas encore totalement déployés, et là on a vraiment une technologie qui est en train d'évoluer à grand pas quand on regarde un petit peu ce qui se passe dans les géants, et ça me conforte dans le fait que, en effet, quand la technologie sera prête, en elle-même vraiment prête, avec des véritables use cases capables de supporter justement les problèmes, d'outrepasser les problématiques de scalabilité et d'interopérabilité, on pourrait avoir une grosse explosion, avec notamment une augmentation du nombre de personnes utilisant les blockchains et la crypto-monnaie. N'oublions pas que nous sommes toujours inférieurs à 5%, ce qui est quand même très faible. On revient notamment, pour la dernière note, sur la notion d'inflation, avec les 9% de UK qui sont globalement, comme je vous l'ai déjà dit, énormes, qui c'est depuis 40 ans, ça n'a pas été connu, et qu'on est proche de l'hyperinflation. Et pour reprendre les mots du ministre, c'est justement une notion d'hyperinflation qui serait justement proche de la catastrophe, et voire même apocalyptique. Je crois que le mot qu'il a utilisé, c'est apocalyptique, au niveau de cette notion d'inflation et de l'impact que ça peut avoir au niveau de l'économie. C'est aussi une des raisons pour lesquelles nous avons enfin la BCE qui commence à réagir, peut-être que aussi la Banque de Lucas va commencer à réagir, nous avons bien évidemment la Fed qui est intervenue, et que nous avons une augmentation des taux d'intérêt directeurs qui sont en train d'être effectués, et je pense que ça va continuer, parce que par exemple quand on regarde l'inflation américaine, on voit que justement ça a un impact. Alors l'inflation continue d'augmenter, mais le taux d'augmentation de l'augmentation de l'inflation diminue. Ça veut dire que tout simplement on augmente moins vite. Et c'est ce que l'on veut. On veut tout simplement limiter la rapidité de l'évolution du taux d'inflation. On ne veut pas notamment dépasser les 10%. On n'oublie pas que l'hyperinflation commence avec une stabilisation de l'inflation au-dessus de 10%. Et clairement, l'hyperinflation, ce serait une catastrophe. On a pu voir ça notamment dans les années 70 avec le choc qu'il y a eu, les problématiques liées à cette hyperinflation, et la difficulté qu'il y a eu au niveau de l'économie pour pouvoir se ressaisir. Alors,
on a vu aussi que l'économie s'est ressaisie, mais a mis du temps tout simplement à se restructurer. L'idée, c'est bien évidemment de ne pas en arriver là, et c'est pour ça que nous avons des augmentations de taux d'intérêt qui sont en train d'effectuer, et petit à petit, en effet, on va avoir l'inflation qui va s'être résorbée. Par contre, forcément, l'augmentation des taux d'intérêt entraîne des problématiques macroéconomiques, enfin qui ne sont pas vraiment des problématiques, mais qui sont des limitations à la capacité d'emprunt, donc à la capacité de financement, et donc à la capacité aussi, bien évidemment, de se financer, de se développer économiquement au niveau des sociétés. Par contre, si on regarde, et ça c'est très intéressant, est-ce que dans les entreprises Web3, par rapport à toutes les levées de fonds que je vous ai données, vous avez ce sentiment-là, qu'il y a des difficultés à se financer? Je vais vous dire, la réponse est non. Il n'y a pas de difficulté à se financer, et il n'y aura pas de difficulté à se financer. Est-ce que des ICO, il y aura toujours des ICO? Bien évidemment. Est-ce qu'il y aura plus d'ICO? Bien évidemment. Est-ce que cette notion d'inflation ne permettrait pas, et ça c'est une réflexion purement personnelle, d'avoir un nouveau moyen de financement plus participatif, plus simplifié, aussi qui est effectué à travers les outils du Web3 d'ordre général, que ce soit les DAO, que ce soit des petits portefeuilles à travers tout simplement de l'ICO. Est-ce qu'on n'aurait pas justement d'autres moyens de financement plutôt que des prêts bancaires ou des prêts génératifs? Après, il est vrai que, bien évidemment, je mets de côté, et c'est volontaire aussi, la notion de prêt de pays, et donc forcément d'État, sur lequel on risque d'avoir des problématiques et des faillites de pays. Et ça, c'est encore autre chose, c'est une autre notion que je mets de côté et qu'on traitera certainement dans une autre vidéo, parce que c'est beaucoup plus complexe et les impacts sont beaucoup plus grands, mais bon, on en discutera à un autre moment. C'est terminé pour les nouvelles et en même temps ce petit laïus autour de cette notion d'inflation, et on va attaquer justement l'analyse technique. Je t'annonce une énorme nouvelle, il va y avoir encore plus de contenu sur le Discord, avec notamment l'ouverture de la partie premium du Discord. Concrètement, c'est quoi? C'est plein de guides, que ce soit écrits ou vidéo, il y a plus de 50 vidéos, pour apprendre tout des cryptos, que ce soit pour investir, faire du trading, comprendre la technologie, faire de la DeFi. Il va y avoir en plus des exemples de portefeuille et de bagues, le mien de bagues et de portefeuille sur lequel je vais expliquer tous les tenants et aboutissants, des dossiers sur les futures pépites, des dossiers d'analyse fondamentale du marché, des indicateurs, des stratégies d'optimisation DeFi, et bien évidemment des signaux spot, futurs et investissements, avec en plus un canal fiscalité, un canal juridique, des canaux de discussion, plein d'autres choses, et ça ne va pas s'arrêter là. Si tu veux plus d'informations, je t'invite à regarder la vidéo explicative en commentaire et à rejoindre le Discord. À très vite. Alors, sur l'analyse technique, nous avons notre petit rappel habituel, vague 1, vague 2, vague 3 terminée en avril, donc forcément schéma Iliotis, retracement A, B, C. Nous avons fait une extension au niveau de la B, et là nous sommes en train de faire une extension au niveau de la C. Nous avons récupéré la liquidité de cette zone-là, tout simplement parce que ça correspond à une réaccumulation de Wyckoff, BC, AR, ST, et là nous sommes dans le saut qui a pris la liquidité de l'AR, donc prise de liquidité importante, qui permet notamment de remplir une partie du gap baissier CME, donc du trou qui était laissé ici par cette zone-là. Nous n'avons pas tout comblé, mais on attend justement potentiellement une redescente pour recombler ces zones-là, de façon à pouvoir justement terminer ce gap-là, et se dire que nous avons terminé dessus pour pouvoir repartir à la hausse. Repartir à la hausse qui, dans tous les cas, ne pourra être fait qu'avec une cassure des 40 000 dans un premier temps, cassure franche et validée avec notamment du volume, et nous avons laissé ici durant ce week-end de Terra très forte, à très forte liquidation, un gap aussi qui se trouve là, que l'on attend aussi d'être comblé à un moment donné, et il n'est pas totalement incohérent d'avoir une réaccélération haussière, combler ce gap, soit une continuité baissière pour finir de combler ce gap et aller chercher des objectifs supplémentaires dont on va parler un petit peu plus tard, et justement de pouvoir après remettre en place une nouvelle schématique. Dans tous les cas, au niveau de notre vague 1, de notre, ABC, qui est en train de se faire, nous allons voir d'autres objectifs. Alors, au niveau de ce ABC, nous allons voir d'autres objectifs. Première chose, c'est que je voulais vous faire une petite vue hebdomadaire au niveau d'Ishimoku, pour vous donner tout simplement le ton. Au niveau de l'hebdomadaire, on va voir un petit peu la clôture que l'on va avoir, mais on est en train justement de travailler cette résistance. Au niveau d'Ishimoku, nous sommes toujours dans un setup très baissier,
Et pour vous donner un petit peu une corrélation avec ce qui s'est passé sur cette zone ici, alors on va peut-être voir pour retirer ça, histoire que ce soit un tout petit peu plus visible, voilà. Nous avons le Kumo qui se trouve ici, on s'appuyait notamment du Kumo sur cette période de 2021 pour pouvoir repartir à la hausse. Et là le problème c'est qu'on n'oublie pas que l'on a percé le Kumo totalement et que le Kumo s'est inversé, on est sur un Kumo rouge, donc un Kumo de vente, et nous avons tous les indicateurs qui sont à la vente. Donc pour repartir à la hausse, il faudrait quand même refaire des breaks, notamment break Kinjun Tenken, et ensuite avoir un break du Kumo, réinversion du Kumo pour repartir à la hausse. Donc sur l'hebdomadaire, ce n'est pas tout de suite. Par contre, ce que l'on voit, c'est qu'on a beaucoup d'espaces qui sont en train de se faire ici. Cet espace va être amené à être comblé, donc je pense qu'on peut avoir une temporisation qui est effectuée ici, pour pouvoir avoir le temps, tout simplement, d'avoir une temporisation aussi, et un rattrapage des différentes, justement, moyennes, pour pouvoir retracer après soit une continuité baissière, soit un break, et entamer un break. Donc là-dessus, il faut vraiment garder en tête ça. Si on regarde un petit peu en journée, on va voir que c'est un petit peu ce qui est en train de se passer. Hop, nous avons notamment ici le travail de cette résistance et Yoshimoku qui est en train de se faire. Et notamment cette temporisation nous a permis de rattraper une partie, voire même de break. Et on a encore ici une partie de temporisation qui est encore un petit peu loin, donc on pourrait attendre justement d'avoir une nouvelle temporisation et potentiellement encore ranger un petit peu le temps de contracter justement le cours, contraction qui est importante, d'accord, on n'oublie pas, parce que cette contraction permet de créer du volume supplémentaire. On voit qu'on est en train de mettre en place pas mal de volume au niveau de cette zone-là, volume important qui est en train de se placer, notamment en longue majoritairement avec un petit peu de short ici, mais quand même majoritairement en longue ici. Ce qui est intéressant de voir, c'est que nous avons en daily, hop, ici et ici, un début de divergence, une divergence haussière qui est en train de se faire. Je vous la note ici. Alors, on va prendre comme ça juste pour simplifier, pour vous montrer de toute façon, ça n'a pas d'impact sur ce qui est en train d'être fait. Hop, donc nous avons une belle divergence qui est en train de se faire. Par contre, comme d'habitude, on fait attention à la notion de divergence, parce qu'elle n'est pas validée. Tant qu'elle n'est pas validée, on peut la casser. Une cassure de divergence, ça veut dire un enfoncement du prix et un enfoncement du momentum. Surtout dans ce cas-là, ici, nous avons un momentum qui était très baissier sur cette zone ici de chute, notamment en janvier 2022. Momentum que l'on n'a pas retrouvé sur la chute ici, donc ça pourrait aussi dire une chute du momentum très fort, avec potentiellement continuité, avec force baissière. Donc là-dessus, on garde en tête, on se le met de côté, et on va regarder un petit peu le reste. On va regarder ici ce qui est en train de se passer, notamment en 1 heure. On voit qu'on a toujours cette zone de compression très forte qui est en train de se faire, alors qu'on peut considérer comme une forme de ranging, mais je considère que c'est vraiment une forme de compression, que l'on voit aussi au niveau du RSI, que forcément on fait des moins hauts, et des hauts moins hauts, et des bas, justement, qui ne breakent pas les plus bas. Donc on est vraiment dans une notion de compression très forte au niveau du prix, avec un mouvement qui pourrait être vraiment explosif. C'est pour ça que je vous ai donné l'alerte plusieurs fois. Et ici on voit qu'on a créé vraiment de la liquidité. En dessous de 28 600, on a créé une gros cluster de liquidité avec notamment cette mèche et cette mèche de renforcement. Et on voit que aussi en haut, au niveau des 30 800, on a créé une grosse zone de liquidité jusqu'à justement ce point ici qui a été fait, donc 31 500. On a vraiment des clusters de liquidité énormes qui sont en train de se former, des gros appels aussi à des mouvements. Donc on peut très bien avoir des réactions haussières très fortes avec derrière des possibilités de liquidation, donc des mouvements de volatilité très forts et d'oscillation avec des compensations, donc forcément des mouvements qui peuvent après être inversés, qu'on verra justement dans la notion d'order flow en quelques instants. Alors, autre chose qui est intéressant, c'est que au niveau de cette mise en place qui est en train d'être faite, on a quand même, au niveau du momentum qui est en train de se faire, une construction au niveau du momentum, avec quand même un momentum qui est quand même assez haussier par rapport à la difficulté de monter. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à l'heure actuelle, on essaie de break les 31, mais on n'y arrive pas pour plusieurs raisons. C'est que on a majoritairement des manques de liquidité, donc ça on le sait, on a un manque de volume, on a un manque de liquidité. On va regarder tout à l'heure justement au niveau de l'USDT pour comprendre un petit peu ce qui se passe, mais aussi il faut bien prendre du recul sur la notion de psychologie. Quand on a eu des clusters de liquidation comme on a eu là, on a forcément un aspect psychologique qui va rentrer en compte. Si on reprend justement cette zone ici, et pour bien comprendre,
quand nous avons eu cette chute qui s'est effectuée ici, drastique, premier symbole vraiment d'une continuité baissière, d'une liquidation forte, nous avons une période de temporisation, qui est une période de temporisation psychologique, qui est d'autant plus grande avec ce qui s'est passé là, avec notamment la chute de l'UST, gros cluster de liquidation, prise de conscience que le fait d'avoir un écosystème interopérable veut dire aussi un écosystème qui réagit dans son ensemble, et donc on a forcément une période de temporisation, une période de latéralisation et de reprise des esprits. C'est un peu le même principe que lorsque vous vous gamellez et que vous cognez la tête, à un moment donné, vous êtes justement dizzy, donc vous avez la tête qui tourne, et c'est un peu le même principe, vous ne savez pas où vous êtes, c'est exactement ce qui est en train de se faire. Et ce qui est en train de se faire, et qui se voit aussi, notamment avec la dominance de l'USDT, donc tout simplement le plus gros stablecoin qui est en train d'être fait, et pour vous donner dans un ordre d'idée, cette chute a entraîné notamment un passage fort en USDT. Alors, ici, il faut aussi faire attention à deux choses. Un, c'est que l'USDT n'est pas égal à la totalité des stablecoins, donc on n'a pas une vision globale. Deux, il est normal que nous ayons une augmentation, étant donné que beaucoup de personnes qui étaient en UST, donc un stablecoin algorithmique, donc qui n'étaient pas exposés à la crypto-monnaie, ont switché, donc il y a eu une injection massive de l'USDT. D'accord, injection massive qui a entraîné notamment cette grosse hausse. Ça ne veut pas dire que les gens sont partis aussi de la crypto-monnaie, en tout cas sont partis de leur exposition. L'autre chose à prendre en compte, c'est que nous avons eu des clusters de liquidation. Qui dit liquidation égale vente effective, égale généralement création de valeur au niveau des stablecoins et du STT. Donc il y a deux choses qui sont effectuées. Ce qui est intéressant de voir, c'est que nous avons généralement ici une corrélation négative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque l'USDT, la dominance de l'USDT monte, donc le pourcentage de l'USDT par rapport à la totalité du market cap crypto monte, on va avoir justement cette partie-là qui va baisser. Donc c'est-à-dire le BTC qui va chuter. Alors, c'est pas dans ce sens-là qu'il faut le lire, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que lorsque le BTC chute, nous avons l'USDT qui monte. Ce qui est en même temps logique, étant donné que lorsque le BTC chute, l'ensemble des cryptos généralement a tendance à chuter, nous avons des clusters de liquidation, et lorsque l'on a des actifs risqués qui baissent, forcément on a des personnes qui vont prendre, en fait, limiter leur exposition, donc diminuer leur volume de position effectif, pour repasser en stablecoin, placer leur stablecoin, et justement attendre des moments opportuns. Et donc, c'est intéressant de surveiller cette zone ici de dominance, parce qu'on pourrait avoir des signes de reprise, avec notamment une chute de l'USDT, ça voudrait dire aussi une chute tout simplement, enfin une injection de ces USDT dans les crypto-monnaies qui sont effectives. Pour moi, je pense que le niveau important sera le niveau des 5%. Si on retouche les niveaux des 5%, déjà ce sera un bon signe qui s'est effectué. Et si vous avez TradingView, vous pouvez tout simplement placer une alerte ici pour vous donner cet élément, parce que ça peut être intéressant de le voir comme ça. Alors, on va faire un petit point maintenant sur notamment l'order flow, voir un petit peu ce qui se passe, parce qu'il y a des choses intéressantes. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Alors, première chose, c'est qu'on reste toujours sur un Fear Green Index assez bas, mais qui est plutôt... voilà, qui au moins n'augmente pas malgré le fait qu'on est sous une forme de ranging. C'est ce que je vous explique un petit peu, la notion d'avoir la tête justement un peu étourdie, c'est que les gens ne réalisent pas encore, sont en train de se remettre de ce qui s'est passé, et de tout ce que ça entraîne, parce qu'il y a plein de choses qui sont en train d'entraîner, notamment avec la régulation, donc il y a plein de choses qui sont en train d'être effectuées, donc il y a beaucoup de personnes qui prennent un petit peu de distance par rapport à ça, et ce qui est logique. Néanmoins, nous avons ce cours qui est en train de se compresser, de se mettre en place. Qu'est-ce que l'on voit? On voit une contraction cette fois-ci qui est en train de se faire. Alors c'est très intéressant de voir ça. On voit une contraction du cours qui est en train de se mettre en place au niveau de la totalité des comptes. Par contre, on voit les positions qui sont en train de monter et on voit l'open interest qui est en train de remonter encore une fois ici. Donc sur une possibilité de breakout supérieure. Donc là, on a quand même une indication, quelque chose que je vous ai dit que c'était pas forcément très très bon de voir des positions longues qui sont en train de monter avec l'open interest qui monte. Si on rebreak encore les 90 et qu'on continue à avoir l'open interest, enfin l'open interest qui break les 90, pardon, et la totalité des positions qui sont en train de monter et passer par exemple les 56, ce sera pas forcément un très bon signe parce que ça veut dire qu'on aura beaucoup de liquidités qui se sera agglomérée sur la partie basse et donc on aura des mouvements effectifs. On n'oublie pas qu'on a un marché à faible liquidité. Marché à faible liquidité égale très peu de transactions qui sont effectuées sur les exchanges. Et donc les market makers
ne font pas leur beurre, donc forcément à un moment donné, il va falloir aller chercher cluster liquidation, et donc entraîner des mouvements. Si le marché a peu de liquidité, faire des mouvements coûte peu cher, et ainsi de suite. Vous avez tout le laïus qui est effectué, et donc forcément si vous avez des clusters de liquidation qui sont effectués, vous avez une accélération baissière ou une accélération haussière en fonction du sens de l'accélération du cours qui est effectué. Donc là-dessus, vous avez justement la schématique complète d'un market maker par rapport à ça. Alors, on va regarder un petit peu au niveau du Nasdaq, parce que on a quand même le Nasdaq qui joue, on a eu l'USDT qui a joué beaucoup, qui a fait beaucoup de pression, et maintenant que c'est terminé l'UST, pas l'USDT, l'UST, maintenant que l'UST, tout ce qui s'est passé avec Terra et Luna, la pression s'est arrêtée, les clusters de liquidation se sont arrêtés, nous avons quelque chose qui reste toujours au-dessus, qui est Nasdaq, et globalement la représentation de l'économie américaine, qui joue énormément. Alors, cette fois-ci, je vais vous proposer une vision un petit peu différente, en daily, puis après en 1 heure, pour vous montrer deux choses. La première, c'est que j'ai regardé un petit peu le crack Covid qui s'est passé ici, voir un petit peu au niveau de ce crack comment ça s'est déroulé, pour essayer de chercher cette notion de fractalité qui n'est pas bien, mais qui permet de vous donner un petit peu comment le marché fonctionne, comment les investisseurs, la psychologie des investisseurs fonctionne en tout cas sur ce marché-là. Si on regarde, nous avons une descente qui a été faite en 2 temps, enfin en 3 temps, A, B, C qui a été effectuée, avec ici une prolongation, avec une extension faite sur le 382, mais une correction faite au 272, d'accord? Donc on a l'ensemble des bougies qui sont arrêtées là-dessus, avec une mèche d'extension dessus. Donc classique, sur l'institutionnel classique, nous avons ça. Et du coup, si on essaie de reprendre, alors du coup, sur tout simplement cette chute très forte, donc avec une amplitude qui est beaucoup plus grosse, hein, on est bien d'accord, qui est liée par rapport à l'inflation, à la guerre, à plein de choses qui sont en train d'effectuer, mais on regarde un petit peu ça. Nous avons cette impulsion baissière avec le retracement qui est effectué. On regarde que nous sommes actuellement, hop, on va grossir, en train de travailler la zone D1, donc 1 pour 1, on a les 1 pour 1, 1, donc les 10% d'extension, qui est encore plus bas, et par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est que les 2,772 et 3,82 se trouvent dans des zones importantes, notamment dans la zone de retracement du mouvement total sur le 618, d'accord, donc mouvement qui se trouve au niveau du 272, du 1,272 de l'extension de cette chute. Donc on a un appel de prix très fort, et donc ça voudrait dire aussi, si jamais on a une chasse à la liquidité classique, qui est effectuée par les institutionnels, parce qu'on n'oublie pas que les indices et le forex sont quand même généralement une chasse à la liquidité forte des institutionnels, on va avoir une mèche d'extension qui va aller certainement chercher 382, donc chercher en dessous du 618 et aller chercher cet objectif-là, et donc on pourrait se retrouver sur une schématique identique là. Donc, on a une notion de continuité baissière pour aller chercher au minimum les objectifs ici des 10 000, avec potentiellement une extension en dessous des 10 000, avec une mèche qui serait ravalée sur une journée ou 2 jours maximum, pour pouvoir justement montrer qu'il n'y a pas de clôture au-dessus, donc en dessous, pardon, pour pouvoir repartir à la hausse. Donc là, c'est un petit peu l'objectif que j'ai là sur cette continuité baissière, malgré, ça c'est important, le fait qu'on a des divergences haussières qui sont en cours, avec ici une divergence en daily, donc qui est quand même plutôt intéressante. Ici, je vais vous la noter de façon à pouvoir bien la voir. Nous avons cette divergence qui est en cours ici, donc une divergence qui est haussière. Ah, tac. Donc divergence haussière qui est en train d'être effectuée, qui peut être invalidée et donc entraîner une cassure forte, et qui peut tout simplement continuer. C'est-à-dire qu'on peut toujours avoir cette continuité de divergence qui peut être faite avec un momentum qui continue à monter, d'accord, et un cours qui continue à baisser. Ça veut dire aussi qu'il y a un travail du cours qui est en train d'être effectué pour préparer une hausse, donc plus la divergence est longue, plus on va avoir un mouvement fort. Donc on peut aussi avoir tout simplement une continuité de cette divergence-là, et qu'il faut garder pour moi en tête. Autre chose que je vais vous montrer, c'est plutôt cette notion en 1 heure du Nasdaq. Nous avons un renforcement très fort de la liquidité qui s'est mis en place sur la partie basse, avec ici un recheck qui a été fait. Et alors on n'a pas cassé la divergence dont je vous ai parlé hier. Par contre, on n'est pas loin, hein, parce que la divergence maintenant elle est hop comme ça, elle est très 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 légère ici. Donc il suffirait qu'on ait une cassure de liquidité, une prise de liquidité baissière qui est en train de se faire pour aller chercher le 1,618 par exemple de l'extension qu'on a donné les autres jours, pour qu'il y ait un objectif
en tout cas secondaire, qui pourrait être cette prise de liquidité ici, et aller chercher, pourquoi pas, ici, ce niveau de liquidité-là, important toujours dans les 10 000. Donc là, on est vraiment dans un cluster très fort, et que dans tous les cas, nous n'aurons pas de reprise si nous n'avons pas de break au niveau des 13 500. Est-ce que c'est quelque chose qui va être fait maintenant? Je pense que on est dans une phase de temporisation, mais il va falloir impérativement surveiller fin mai. Fin mai, c'est semaine prochaine, voire semaine d'après avec l'ouverture, qui va être effectuée, la clôture mensuelle, et voir comment ça va se dérouler. Je pense qu'on risque d'avoir notamment des semaines à venir qui risquent d'être assez chargées pour terminer ces 6 mois, ce semestre, un petit peu de retracement, et ensuite avoir des signes positifs de reprise, des signes positifs de reprise qui peuvent justement prendre du temps. Et il faut avoir justement conscience de cette notion de temps, et se donner le temps de faire les choses, se donner le temps de regarder, et ne pas se précipiter. Là, pour l'instant, nous sommes toujours en phase, tout simplement, de retracement, nous n'avons pas de reprise haussière, on est dans une phase de temporisation, il faut juste avoir ça en tête, et le garder en tête, ne pas se précipiter, prendre le temps d'analyser. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.